Certaines motos sont synonymes de liberté, d'autres de danger. Des engins mortels imprévisibles, aux machines si puissantes qu'elles sont interdites sur la voie publique. Ce classement révèle les 12 motos les plus dangereuses jamais produites. 12e, Suzuki TL 1000S. Cette machine était censée être la réponse de Suzuki à la Ducati bicylindre en V. Sur le papier, le concept était parfait. Un moteur bicylindre en V de 996 cm3, refroidi par liquide, développant 125 chevaux et environ 103 Nm de couple, capable de propulser la moto à près de 257 km/h. Un style agressif, un cadre léger et une puissance à haut régime promettaient des performances optimales au quotidien. Mais le danger est apparu. Au lieu d'une suspension arrière classique, Suzuki a opté pour un amortisseur arrière rotatif, une conception expérimentale qui a rapidement révélé ses faiblesses. Cette instabilité provoquait des guidonnages violents et incontrôlables, susceptibles d'éjecter le pilote. Le danger n'était pas que théorique. Les accidents se sont multipliés et Suzuki a été contraint de procéder à un rappel. Un amortisseur de direction a finalement été ajouté pour réduire les vibrations, mais la TL1000S s'était déjà forgé une réputation sulfureuse. Les motards craignaient non seulement de repousser les limites, mais aussi de rouler normalement. Les motards expérimentés décrivaient la maniabilité comme imprévisible, notamment sur chaussées irrégulières ou en virages serrés. La moindre erreur de pilotage pouvait déstabiliser la machine. Malgré de bonnes performances en ligne droite, le manque de stabilité de la suspension arrière transformait chaque sortie en un pari risqué. Avec un poids à sec d'environ 200 kg, un double disque de frein à l'avant et un simple à l'arrière, le freinage était correct pour l'époque, mais ne compensait pas le comportement imprévisible du châssis. Lors de son lancement en 1997, la TL1000S coûtait environ 8 500 $. Aujourd'hui, on trouve souvent des modèles d'occasion en bon état, entre 3 000 et 5 000 $. Mais attention, ce prix ne tient pas compte des risques. La TL1000S n'a pas bâti sa réputation sur la force des choses. Elle l'a forgée sur l'asphalte à force de guidonnage. Certaines motos sont dangereuses à cause d'une mauvaise conception. D'autres sont terrifiantes parce qu'elles sont trop en avance sur leur temps, comme celle-ci. Meli numéro 11, Moto Guzzi V8. Au milieu des années 1950, Moto Guzzi créa une machine tellement en avance sur son temps que même les pilotes professionnels en furent déconcertés. Cette moto était équipée d'un moteur 8 cylindres de 500 cm3 à refroidissement liquide, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle développait 78 chevaux et environ 52 Nm de couple, des performances exceptionnelles pour l'époque. Capable de dépasser largement les 270 km/h, cette moto évoluait alors que la plupart des modèles atteignaient à peine les 160 km/h. Elle était équipée de pneus étroits, d'un cadre fragile, de freins à tambour et d'une suspension trop rudimentaire pour encaisser les contraintes. Résultat ? Une moto quasiment impossible à exploiter pleinement. Nombre de pilotes d'usine refusaient de la piloter en compétition, craignant des guidonnages à haute vitesse, des pertes d'adhérence soudaines et une instabilité explosive lors des fortes accélérations. Ceux qui prenaient le risque se retrouvaient souvent à lutter contre la machine plutôt qu'à la maîtriser. L'entretien posait également problème. Le moteur était complexe, sensible et réputé difficile à maintenir en état de marche. Avec un poids à sec avoisinant les 155 kg, une gestion thermique défaillante et une aérodynamique qui peinait à maintenir la moto en équilibre à pleine vitesse, elle devint un symbole de génie incontrôlable. Elle n'était pas seulement rapide, elle était dangereusement incontrôlable. Le V8 était trop sophistiqué, trop novateur et trop précoce. Seuls quelques exemplaires ont été construits, et comme il s'agissait d'un prototype d'usine qui n'a jamais été produit en série, et aucun prix de vente n'a jamais été fixé. Cependant, sur le marché des collectionneurs actuels, une Moto Guzzi V8 d'origine vaut plus de 750 000 $, si tant est qu'on parvienne à en trouver une à vendre. Ce qui était censé être une révolution a fini par terrifier ceux-là même pour qui elle avait été conçue. Si la Guzzi était terrifiante sur circuit, la machine suivante apportait la même imprévisibilité sur les routes publiques. En découvrant ces motos dangereuses, il apparaît clairement que certaines étaient conçues pour repousser les limites plutôt que pour offrir du confort. Qu'en pensez-vous ? Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire quelle moto est la plus dangereuse selon vous. Numéro 10. Yamaha VMAX. Ce qui semblait être une routière puissante et docile s'est révélé être l'une des motos de série les plus sauvages des années 1980. Lancée en 1985, la VMAX a immédiatement redéfini la notion de vitesse en ligne droite. Elle était équipée d'un moteur V4 de 1197 cm3, refroidi par liquide, développant 145 chevaux et environ 113 Nm de couple.
Grâce au système V-Boost de Yamaha, la puissance dépassait les 6000 tours par minute, avec la force d'un dragster, propulsant la VMAX comme un missile. L'accélération était fulgurante. Mais si le moteur était performant, le reste de la moto peinait à suivre. Avec un poids de près de 270 kg tous plein fait, la VMAX était lourde. Pourtant, son cadre manquait de rigidité pour encaisser sa puissance brute. Les premiers modèles souffraient d'instabilité en virage, de cabrage au démarrage et d'un mauvais ressenti à haute vitesse. Les freins à disque avant, double et arrière, simple, étaient corrects sur le papier, mais insuffisants en situation de conduite sportive. Le débattement de la suspension était court et la maniabilité rudimentaire. Les motards décrivaient l'expérience comme une lutte contre une bête sauvage, et c'est précisément ce qui la rendait dangereuse. La VMAX ne vous offrait pas une montée en puissance progressive, elle vous assommait. Nombre d'acheteurs s'attendaient à un cruiser équilibré et se sont retrouvés face à une machine de course à peine maîtrisable. Lors de sa sortie au milieu des années 1980, la VMAX coûtait environ 5 300 $, un prix élevé pour l'époque, surtout pour une moto de type cruiser. Aujourd'hui, on trouve des exemplaires de la première série entre 4 000 et 8 000 $ selon leur état, tandis que les modèles plus récents et les versions en parfait état peuvent parfois dépasser les 10 000 $. Alors que la VMAX était effrayante de par sa puissance brute, la moto suivante devait sa réputation à sa réponse à l'accélérateur mortel. Les bons outils et équipements font toute la différence. Nos recommandations se trouvent ci-dessous. Numéro 9, Suzuki 400, Cyclone. Il y a des motos qui mettent les pilotes au défi, et puis il y a des machines qui leur résistent. Lancée au début des années 1970, en plein essor du motocross, la TM400 Cyclone était censée être une bête de course tout-terrain. Au lieu de cela, les pilotes se sont retrouvés avec une machine violente et instable sur 2 roues. Au cœur du Cyclone se trouvait un moteur monocylindre de 396 cm3, refroidi par air. Il développait environ 40 chevaux et un couple de plus de 40 Nm. Cela peut paraître modeste aujourd'hui, mais sur une machine pesant à peine 100 kg à sec, sans aucun système de sécurité électronique et avec une puissance délivrée de façon imprévisible, c'était la recette du désastre. La réponse à l'accélérateur était brutale et soudaine. Une seconde, on avançait à peine dans la terre meuble. La seconde suivante, la roue avant se levait et le pneu arrière partait en vrille. Le véritable danger résidait dans tout le reste. Le cadre en acier fléchissait sous la pression. La fourche avant était souple et avait tendance à talonner lors des sauts. Et la suspension arrière n'offrait guère plus qu'un soutien décoratif. Le freinage était tout aussi rudimentaire, avec des freins à tambour à l'avant et à l'arrière qui perdaient rapidement en efficacité en conduite sportive. Combiné à la faible plage de puissance et à la rigidité de la direction, même les pilotes expérimentés avaient du mal à maîtriser la moto. Pour les débutants, la chute était quasiment inévitable. Lors de son lancement en 1971, la TM400 Cyclone coûtait environ 1 100 $, une somme considérable pour une machine tout-terrain conçue à cet effet à l'époque. Ajusté à l'inflation, cela représenterait près de 8 000 $ aujourd'hui. De nos jours, les exemplaires survivants, en état de marche ou à restaurer, se négocient généralement entre 2 000 et 6 000 $ sur le marché des collectionneurs. Même si rares sont ceux qui en recherchent une pour un usage pratique. Elles sont surtout achetées comme pièces de musée ou comme souvenir nostalgique de la folie du motocross. Si cela représentait le chaos hors route, la machine de guerre suivante offrait une vitesse brute et une mort certaine sur l'asphalte. Avec un nom légendaire à son actif. Numéro 8, Harley-Davidson Fee Rod. Peu de motos chez Harley-Davidson divisent autant les opinions que la V-Rod. Conçue en partenariat avec Porsche et lancée au début des années 2000, elle était censée réinventer le concept de cruiser. Avec ses lignes élégantes et son moteur à refroidissement liquide à haut régime, elle semblait incarner l'avenir. Mais pour de nombreux motards Harley traditionnels, ce fut une véritable trahison. Et pour certains, ce fut bien pire. Une chute brutale qui les projeta violemment au sol. Sous son style distinctif se cachait un moteur bicylindre en V de 1131 cm3 refroidi par liquide. Il développait environ 115 chevaux et un couple d'un peu plus de 100 Nm. Contrairement à la plupart des Harley-Davidson, qui délivrent leur couple à bas régime, la V-Rod tirait sa puissance de ses hauts régimes. Les motards, habitués au grondement régulier d'un cruiser, se retrouvaient soudain aux commandes d'une machine, au comportement plus proche de celui d'une superbike. Et ce décalage était source d'accidents. Avec un poids d'environ 290 kg tous plein fait, la V-Rod n'était pas une moto légère. Son empattement était long, ses commandes avancées et sa silhouette basse. L'avant paraissait souvent instable à haute vitesse, tandis que le pneu arrière peinait à trouver de l'adhérence lors des fortes accélérations. La prise de virage était délicate et limitée par le frottement facile des repose-pieds.
Malgré la présence de 2 disques de frein à l'avant et d'un disque à l'arrière, la distance de freinage était plus longue que prévu, en raison du poids et de l'inertie de la moto. Lors de son lancement en 2002, le prix de départ du V-Rod avoisinait les 16 500 $, ce qui en faisait l'un des cruisers sportifs les plus chers de la gamme Harley-Davidson. Aujourd'hui, les modèles d'occasion se vendent à des prix très variables, selon leur état et leur kilométrage. Les exemplaires en bon état se négociant généralement entre 7 000 et 13 000 $. Les éditions spéciales et les motos à faible kilométrage peuvent parfois atteindre des prix plus élevés, mais le risque lié à l'achat reste le même pour tous les modèles. Certaines motos défient les attentes. La suivante a brisé des os et enfreint quelques lois par sa simple existence. Numéro 7. Kawasaki H 2 Mach 4. Au début des années 1970, la course à la puissance des motos battait son plein et Kawasaki décida d'y mettre fin par la force brute. Le résultat fut la H2 Mach 4, une fusée à 3 cylindres 2 temps qui offrait une accélération fulgurante dans un gabarit qui peinait à la contenir. Son cœur était un 3 cylindres 2 temps de 748 cm3, refroidi par air, développant environ 74 chevaux et plus de 70 Nm de couple. Une telle puissance pourrait paraître modeste selon les normes actuelles, mais dans un châssis léger de seulement 187 kg tous plein fait, elle devenait incontrôlable. La poignée d'accélérateur agissait davantage comme un interrupteur que comme une commande. Tout ou rien. La roue avant se levait à la moindre sollicitation et l'arrière avait tendance à déraper sous l'accélération. Le véritable problème résidait dans le châssis. Le cadre se déformait sous la contrainte. La suspension était trop souple pour la puissance et les freins. Un disque à l'avant et un tambour à l'arrière manquaient cruellement de puissance. La moto pouvait atteindre 190 km/h, mais l'arrêter en cas d'urgence était quasiment impossible. Ajoutez à cela un empattement court et un angle de chasse prononcé. Et la moto devenait instable dans les virages, sujette à des louvoiements soudains et à des guidonnages. Lors de sa sortie en 1972, la Kawasaki H2 Mach 4 était proposée à environ 1 300 $, un prix conséquent, mais pas exorbitant pour une moto de cette performance. En tenant compte de l'inflation, cela représente aujourd'hui un peu plus de 9 000 $. De nos jours, grâce à son statut légendaire et à sa rareté, les exemplaires restaurés ou d'origine peuvent atteindre entre 12 000 et 25 000 $ sur le marché des collectionneurs, selon leur provenance et leur kilométrage. Mais bien avant la H2 Mach 4, Kawasaki avait déjà créé une bête qui a terrifié toute une génération. Numéro 6, Kawasaki H 1 Mach 3. En 1969, Kawasaki lançait une moto qui acquit rapidement une réputation à la fois légendaire et mortelle. La H1 Mach 3 était une fusée à 2 temps et 3 cylindres déguisée en moto de route. Les motards furent immédiatement séduits par sa puissance agressive et son accélération fulgurante. Mais ils se retrouvèrent avec l'une des motos les plus imprévisibles et dangereuses jamais commercialisées. Pesant à peine plus de 170 kg à sec, la H1 développait 60 chevaux grâce à son moteur de 499 cm3 refroidi par air. Cette puissance peut paraître modeste aujourd'hui, mais à l'époque, elle faisait de la H1 l'une des motos de moyenne cylindrée les plus rapides du marché. La puissance était délivrée de façon brutale et soudaine. Il n'y avait quasiment aucun avertissement. Un instant, la moto était stable. L'instant d'après, elle cabrait, ou la roue arrière partait en tête à queue sous l'effet d'une forte accélération. Cette poussée violente devint à la fois sa marque de fabrique et sa faiblesse. Pire encore, tout ce qui entourait le moteur laissait à désirer. Le cadre n'avait jamais été conçu pour supporter une telle force. Le bras oscillant fléchissait, les 2 amortisseurs arrière étaient mis à rude épreuve par une conduite sportive. Et la fourche télescopique avant peinait à maintenir la stabilité dans les virages. Les freins à tambour avant à double cam étaient considérés comme une technologie de pointe à l'époque, mais ils manquaient de précision et de fiabilité. Les pilotes signalaient des guidonnages, une maniabilité imprécise et une perte d'efficacité des freins qui transformaient des situations critiques en urgence. Et il n'y avait aucun système de sécurité électronique. Pas d'ABS, pas d'antipatinage. La H offrait une violence mécanique brute et exigeait une concentration totale. Une seule erreur de pilotage signifiait souvent une sortie de route spectaculaire ou un passage aux urgences. Elle a bien mérité son surnom de « faiseur de veuves ». Lors de sa sortie en concession, la H1 Mach 3 coûtait environ 1 100 $. Ajusté à l'inflation, cela équivaudrait aujourd'hui à environ 9 000 $, tentant à l'époque et tout aussi exorbitant aujourd'hui. Certains constructeurs ont revu leurs ambitions à la baisse après la sortie de motos comme celle-ci. D'autres ont surenchéri et ont donné naissance à des engins monstrueux encore interdits aujourd'hui. Numéro 5. Boss Hoss Phi 8. Il y a les motos et puis il y a les prouesses mécaniques hors du commun.
et la Boss Hoss VV8 appartient sans conteste à la seconde catégorie. Produite du début des années 1990 à nos jours, cette machine ne se contente pas d'estomper la frontière entre voiture et moto, elle la franchit allègrement. Au cœur de la Boss Hoss se trouve un moteur V8 d'origine General Motors, dont la cylindrée varie de 5700 à plus de 8200 cm3. Certains modèles développent plus de 450 chevaux et un couple de plus de 610 Nm, des performances dont la plupart des motos ne peuvent que rêver. Cette puissance brute propulse ce monstre d'acier comme un missile, mais la maîtrise est une toute autre affaire. La Boss Hoss pèse environ 500 kg tous plein fait, soit presque le double d'une moto-cruiser classique. Malgré cela, son accélération est fulgurante, ce qui signifie qu'une simple accélération trop brusque peut être fatale. Les pilotes font état de démarrages explosifs et d'une adhérence imprévisible, surtout sur chaussées dégradées. Le freinage est assuré par 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, mais même ce système semble insuffisant pour dompter une machine d'une demi-tonne lancée à vitesse d'autoroute. Le châssis, long et bas, est davantage conçu pour dominer les lignes droites que pour négocier les virages. Les angles d'inclinaison sont faibles, le débattement de la suspension limité et les manœuvres à basse vitesse s'avèrent délicates. Les virages serrés exigent patience et force. Le pneu arrière massif contribue à la stabilité de la puissance, mais nuit considérablement à l'agilité. Le prix d'une Boss Hoss neuve débute aux alentours de 65 000 $, selon la cylindrée, la peinture et les options de personnalisation. Les modèles haut de gamme dépassent facilement les 90 000 $. Les modèles d'occasion se vendent généralement entre 30 000 et 55 000 $. Mais leur état et leur kilométrage sont très variables. Les coûts d'entretien sont également élevés, compte tenu de la taille et des performances des composants. Alors que la Boss Hoss impressionnait les motards par sa taille, la moto suivante utilisait une technologie futuriste qui s'est avérée dangereuse dans le monde réel. Numéro 4. Honda CX500. Turbo, en 1982. Honda a marqué l'histoire de la moto en lançant la première moto turbo-compressée de série au monde, la CX500 Turbo. Arborant une carrosserie futuriste aux lignes anguleuses, un tableau de bord numérique et des autocollants turbo, audacieux sur le réservoir et les panneaux latéraux. La CX n'était pas qu'une simple machine. Elle incarnait la vision du futur. Son moteur bicylindre en V de 497 cm3, refroidi par liquide, développait 82 chevaux et plus de 66 Nm de couple grâce à la suralimentation. Comparée à sa version atmosphérique, elle offrait près de 30% de puissance supplémentaire, un véritable bond en avant technologique. En pratique, cependant, la moto a révélé de sérieux défauts. Le plus flagrant était le temps de réponse du turbo. Les pilotes accéléraient, s'attendant à une poussée, mais ne ressentaient rien. Puis, sans prévenir, le turbo se déclenchait et libérait un violent couple sur la roue arrière. Ce délai de réaction rendait les sorties de virages terrifiantes et les dépassements périlleux. Il ne s'agissait pas d'une montée en puissance progressive, mais d'un coup de poing soudain et chaotique survenant au moment où le châssis était le moins préparé. La CX pesait plus de 260 kg, tous plein fait, et était construite sur un châssis dérivé de la CX 500 standard. De ce fait, elle n'était pas conçue pour supporter la puissance d'un moteur turbo. La suspension était souple, l'empattement long et le châssis se déformait sous forte charge. Les freins à disque avant offraient un freinage correct en conduite souple, mais se révélaient insuffisants lors des freinages brusques. Le frein à tambour arrière était quasiment inoffensif. Avec ses pneus étroits typiques du début des années 80, l'absence d'antipatinage et d'ABS, la stabilité était un problème constant. Dans les virages serrés ou lors de changements de direction rapides, la CX donnait plus l'impression d'être expérimentale que raffinée. Lors de son lancement aux États-Unis, la CX coûtait un peu moins de 5 000 $, un prix audacieux pour l'époque, surtout compte tenu de ses particularités. Corrigé de l'inflation, cela équivaudrait à environ 15 000 $ sur le marché actuel. Entre technologies ratées et prouesses d'ingénierie oubliées, notre prochaine moto était rapide, élégante et, malheureusement, terriblement incomprise. Numéro 3. Vincent Black Shadow. Dans le monde de la moto, certains noms inspirent un respect immédiat, et la Black Shadow en fait partie. Lancée en 1955, cette machine n'était pas seulement rapide pour son époque, elle était révolutionnaire. Nombreux sont ceux qui la considèrent, à juste titre, comme la première véritable superbike au monde. Elle abritait un moteur bicylindre en V de 998 cm3 refroidi par air, développant environ 55 chevaux et un couple d'environ 95 Nm. Une puissance impressionnante pour le milieu du XXe siècle. Cette puissance, associée à son poids relativement faible, permettait à la Black Shadow de dépasser les 200 km/h.
La Black Shadow pesait un peu plus de 200 kg et était équipée de freins à tambour double, une configuration standard à l'époque, mais à peine suffisante dès qu'on atteignait des vitesses à 3 chiffres. Le cadre offrait une rigidité torsionnelle minimale et la suspension, bien qu'avancée pour les normes des années 1950, était facilement mise à rude épreuve dans les virages à grande vitesse, lors des freinages d'urgence ou sur chaussées irrégulières. La fourche avant à biellette hydraulique et la suspension arrière à bras oscillants se montraient souvent imprécises et imprévisibles lorsque la moto était poussée à ses limites. Cette moto ne mettait pas seulement vos compétences à l'épreuve, elle testait aussi votre instinct de survie. Sur chaussée mouillée, le manque d'adhérence et le système de freinage insuffisant transformaient chaque virage en un pari risqué. Même de légères corrections de trajectoire à haute vitesse pouvaient entraîner une instabilité catastrophique. Les pilotes chevronnés qui ont poussé la Black Shadow à l'extrême ont décrit sa maniabilité comme tendue, immédiate et, dans certains cas, terrifiante. Aujourd'hui, acquérir une Venson Black Shadow représente un investissement conséquent. Même les modèles non restaurés ou à restaurer se vendent souvent à plus de 10 000 $, tandis que les exemplaires entièrement restaurés ou d'origine peuvent atteindre entre 70 000 et 120 000 $, selon leur provenance. Sa valeur est due à sa rareté, ou son histoire et la réputation quasi mythique qu'elle s'est forgée au fil du temps. Un symbole de beauté, de brutalité et de performance inégalée, issue d'une époque qui peinait à la reconnaître. La Vincent était dangereuse car elle était en avance sur son temps. La machine suivante est dangereuse car elle a complètement dépassé le temps. Numéro 2. Harley-Davidson Sportster S. Au premier coup d'œil, la Sportster S apparaît comme une évolution racée et agressive du design classique de Harley-Davidson. Avec sa silhouette basse, son pneu avant imposant et son réservoir anguleux, elle offre l'esthétique d'un cruiser moderne et raffiné. Pourtant, sous cette allure sculptée se cache une machine qui a surpris même les motards les plus expérimentés, les laissant parfois complètement désarçonnés. Son cœur est le moteur Revolution Max, un bicylindre en V de 1252 cm3 refroidi par liquide, développant une puissance impressionnante de 120 et 1 chevaux et un couple de 128 Nm. Une simple rotation de la poignée d'accélérateur suffit pour une réponse immédiate, voire brutale, avec un couple explosif dès les premiers retours de roue. Ses performances sont alléchantes, mais la Sportster S exige du pilote un niveau d'implication et de maîtrise auquel beaucoup ne sont pas préparés. Avec un poids d'à peine plus de 227 kg, tout plein fait, la Sportster est relativement légère pour une Harley. Cependant, son empattement court, son angle de chasse prononcé et sa suspension rigide la rendent extrêmement nerveuse. Si la moto se montre docile à basse vitesse, elle devient réactive et instable sur autoroute ou en forte accélération. Le freinage est assuré par des composants Brembo, un disque à l'avant et un à l'arrière. Bien que Brembo soit une marque réputée, le disque unique à l'avant s'avère insuffisant pour une moto capable de dépasser les 210 km/h. Les freinages d'urgence exigent une conduite ferme, et les freinages brusques et répétés entraînent une perte d'efficacité du frein, un problème majeur pour les motards sportifs. Harley a équipé la moto d'un système ABS optimisé en virage et d'un anti-patinage, mais ces dispositifs de sécurité ne compensent pas le comportement parfois instable de la moto. Avec un prix de départ de 16 999 $, la Sportster S se situe dans le haut de gamme de Harley-Davidson. Ce prix justifie une ingénierie impressionnante et un design audacieux, mais il comporte aussi des risques. Et si vous pensez que cette moto est dangereuse en apparence, notre modèle préféré ne fait pas dans la demi-mesure. Elle est tellement dangereuse qu'elle est totalement interdite sur la voie publique. Ces motos redéfinissent véritablement la notion de conduite extrême. Laquelle vous a le plus impressionné ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des analyses plus approfondies des motos qui façonnent l'univers de la moto. Numéro 1. Kawasaki Ninja H2R. Il y a les motos rapides, il y a les motos dangereuses, et puis il y a la Ninja H2R. Lancée en 2015, cette machine n'a jamais été conçue pour la route. Elle est née pour un seul univers, le circuit. Et pour cause. Au cœur de la H2R se cache un moteur 4 cylindres en ligne suralimenté de 998 cm3, développant une puissance stupéfiante de 310 chevaux. Avec l'admission d'air forcé à plein régime, cette puissance grimpe à 326 chevaux. La H2R développe également un couple de 168 Nm et grâce à l'utilisation d'alliages légers et d'un équipement routier minimal, elle pèse moins de 215 kg tous plein fait. Elle affiche ainsi l'un des rapports poids sur puissance les plus extrêmes jamais atteints sur deux roues, rivalisant avec l'accélération d'une Formule 1, mais avec seulement 2 points de contact avec l'asphalte. Vitesse de pointe, plus de 385 km/h, 240 miles par heure.
À ces vitesses, les lois de la physique deviennent impitoyables. Un léger vent latéral, une mauvaise inclinaison ou la moindre hésitation peuvent entraîner la chute, même des pilotes les plus expérimentés. Aucune habileté ne peut compenser la force de l'inertie, de la vitesse et de la gravité qui s'entrechoquent à plus de 320 km/h. Avec un prix de départ dépassant les 55 000 $, la Ninja H 2R n'est pas qu'une simple moto. C'est une prouesse technique. Une machine si féroce qu'elle est interdite sur toutes les voies publiques. Non pas qu'elle ne puisse être immatriculée, mais parce qu'elle ne devrait être pilotée que par des personnes prêtes à en assumer les conséquences. Chacune de ces motos prouve que certaines machines sont conçues pour les sensations fortes et le danger. Laquelle vous a le plus surpris? Partagez vos impressions ci-dessous, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu à sensations fortes. On vous réserve plein d'autres surprises.